Alors, on va considérer que les rangs étant bien remplis, on va commencer. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à Giulia Sissa. Avant de vous donner quelques informations scientifiques, je vais vous donner des informations pratiques sur le déroulement de cette séance. Giulia Sissa parlera pendant 30 minutes, mais au bout de 25 minutes, un discret coup de gong l'avertira et vous avertira qu'il reste environ 5 minutes avant la fin du temps qui lui est accordé. Et au bout de cette demi-heure, vous serez invité à poser toutes les questions que vous voudrez et à engager le dialogue avec Giulia Sissa. À la fin de ce temps de questions, vous êtes invité au rez-de-chaussée pour partager ce qui sera plutôt un petit apéritif et éventuellement continuer les discussions. Autre information, cette vidéo sera disponible au bout d'une semaine à peu près sur le site Avenue Centrale, comme les autres vidéos du cycle dont vous avez la brochure à l'entrée. Je vous signale aussi qu'il y a à la Bibliothèque universitaire Droit-Lettres dans la salle Sciences Humaines toute une table consacrée aux publications de Giulia Sissa et d'autres publications liées aux thèmes qui seront abordés aujourd'hui ou qu'elle a abordés dans sa recherche. Ensuite, des informations aussi donc sur la prochaine conférence Avenue Centrale qui sera le 11 février, comment l'école reproduit les inégalités scolaires, approche expérimentale de la reproduction sociale par Sébastien Goudot qui est maître de conférence en psychologie sociale. Donc des thèmes, vous voyez, qui pourraient être proches, ainsi que l'annonce du séminaire Éducation et Société qui commence le 13 février sur la massification scolaire et vous avez également les informations à l'entrée. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Avec Giulia Sissa aujourd'hui, c'est l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la littérature, l'épistémologie et j'en passe que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Et avec tous ces outils, toutes ces approches, vous avez tenté de mêler ces approches avec une efficacité heuristique qui est vraiment rare et très appréciable. Et surtout, ce qui est frappant dans vos recherches, c'est que se mêle à cette efficacité heuristique un immense plaisir et une joie de la recherche. Et pour ça, je vous remercie parce que je sais que vous êtes à même de nous la faire partager. Vos travaux sur les femmes, le sexe, la jalousie, la démocratie constituent une trame serrée d'interrogations sur l'Antiquité et bien au-delà de l'Antiquité, d'interrogations sur l'humain et c'est aussi ce qui est précieux. Donc à la fois dans vos travaux au CNRS et puis aussi dans votre enseignement, comme je le sais, à UCLA, vous avez cette capacité de faire dialoguer toutes ces approches et je suis certaine que sur la question du pouvoir des femmes antiques et de la modernité de cette question, vous aurez beaucoup à nous dire et que ça suscitera, j'imagine, beaucoup de questions et de réflexions. Merci encore, Giulia Sissa. Un grand bonheur pour moi de vous recevoir ici au nom de la MSH et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup Isabelle, vous m'avez fait vraiment l'honneur de cette invitation, je m'en réjouis profondément et merci à Avenue Centrale, à l'Université de Grenoble-Alpes et à la MSH et merci bien sûr à vous toutes et à vous tous. C'était la fin de l'été. Athènes était occupée, l'infanterie perse avançait, la flotte était arrêtée dans la baie du Phaléron en face de l'île de Salamine. Le grand roi, Xerxès, fils de Darius, voulut consulter les commandants des troupes alliées. Assis sur son trône de voyage, il envoya son lieutenant Mardonios interroger ses nobles sujets. Que faire? Affronter les Grecs dans une bataille navale? Tous répondirent que oui, que c'était une bonne idée. Tous sauf un, sauf une. Parmi les princes de l'Empire, il y avait une femme.
Artémise, la reine d'Halicarnasse. Elle commandait 5 navires, elle était franche, intrépide. Il ne fallait surtout pas s'engager dans un conflit maritime avec les Grecs et surtout avec les Athéniens, affirma-t-elle. Il fallait plutôt attaquer le Péloponnèse et diviser l'armée de terre. Sur la mer, les Athéniens seraient invincibles. Ils dépassaient les marins perses, assura-t-elle, comme les hommes dépassent les femmes. Va dire au roi de ma part, Mardonios, que ceci est la réponse de celle qui ne s'est pas montrée ni la plus mauvaise, ni la plus faible, etc. Voici donc une femme de pouvoir en action. Elle commence par étayer son autorité en se décernant des éloges. Elle a fait ses preuves au combat, elle est la meilleure. Elle sait ce qui est le mieux pour le roi. Elle a obtenu des renseignements, dit-elle. Elle se lance donc dans des prévisions, elle devine le comportement des Grecs et même les dynamiques de pouvoir des hommes en général. Le roi, qui déjà la tenait en haute estime, plus que tous les autres alliés, se réjouit du conseil d'Artémise, il l'admire encore davantage. C'est Hérodote, bien sûr, le grand historien des guerres entre les Perses et les Grecs, lui-même originaire d'Halicarnasse, c'est Hérodote qui esquisse ce tableau avant de raconter comment Xerxès refusa de prendre au sérieux la vie d'Artémise, ordonna que ces galères, énormes, nombreuses, se glissassent dans le détroit de Salamine, un espace inconnu, étriqué et irrégulier, et les trirèmes athéniennes les guettaient dans la brume. Ce fut un tel désastre que Xerxès se résout à faire demi-tour. C'est la reine Artémise qui, une fois de plus, lui donna ce conseil. Le roi accepta, il abandonna le projet de conquérir la Grèce. Or, Artémise est tout simplement le plus extraordinaire des personnages qui forment le commandement de l'armée perse. Parmi une foule de chefs de guerre qui se rassemblent tous, elle se détache. Voilà une femme exceptionnelle parce qu'elle prend le pouvoir et fait la guerre, et cela par choix. Davantage, en tant que guerrière, elle se signale par des qualités hors du commun. Elle met à contribution son courage, Andreia, son courage viril donc, bien sûr, mais aussi sa détermination, Léma, son savoir, sa raison pratique, sa pensée délibérative et collaborative. Elle brille par une intelligence aux multiples facettes, tactique, stratégique, oraculaire et culturelle au sens large. Artémise la merveilleuse occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de la Grande Guerre entre les Grecs et les Perses parce qu'elle dépasse tous les autres chefs. Et elle n'est pas seule. La reine des Massagètes, Tamiris, est aussi une guerrière redoutable. Sur la scène tragique, des reines mères comme Jocaste dans les Phéniciennes d'Euripide ou Étra dans les Suppliantes du même poète théorisent des valeurs comme l'égalité, le juste, les lois non écrites ou l'Andreia, le courage. Elles instruisent leurs enfants sur ce qu'ils devraient faire et penser. Antigone et Électre, chez Sophocle, argumentent aussi sur le meilleur cours d'action à suivre. Elles se battent, elles défient l'autorité, elles prennent des risques, elles sont douées de courage, elles sont investies d'une autorité épistémique, aussi transgressive que reconnue. Mais nous savons que dans la société grecque, les femmes ne jouissent pas de droits politiques. Elles ne participent pas du tout à l'activité délibérative décisionnelle, en quoi consiste le gouvernement de la cité, surtout athénienne, dans les assemblées du peuple et dans le conseil. Les femmes n'ont pas d'accès aux magistratures, leur horizon de possibilités est borné à la vie domestique et religieuse. Or, que s'est-il passé ? La première mise en échec des femmes est la démocratie elle-même, un régime néfaste pour elles. Là où il n'y a plus de reines, il n'y a que des hommes au pouvoir. Pourquoi ? Eh bien, la démocratia est née genrée. Permettez-moi de rappeler très brièvement que, en tant que forme de gouvernement, la démocratie grecque et athénienne est fondée sur les principes d'égalité et de liberté, liberté entendue comme non-esclavage et comme autonomie, et plus exactement sur la liberté égale de tous les membres attitrés du corps civique.
Les citoyens, mais seulement les citoyens à part entière, jouissent tous du droit d'être choisis par tirage au sort ou bien élus comme magistrats afin d'être activement responsables de leur gouvernement. Or, ces citoyens ne sont pas simplement des Athéniens, mais des hommes athéniens, andres Athenaioi, à savoir des hommes au masculin, andres, doués d'andreia, le courage, virilité. Le caractère hypersexué de la démocratie antique n'est pas un hasard. Le pouvoir politique du peuple se fonde sur une activité hautement valorisée, respectée et légitime, la guerre. Le démos athénien est d'abord l'infanterie et puis la marine. Le peuple est une armée. Dans les récits anciens du processus de démocratisation, l'aspiration du plus grand nombre à se gouverner eux-mêmes émane non pas d'une bourgeoisie montante, non pas d'un tiers-État, non pas de paysans exploités, non pas d'un parti politique à l'avant-garde des masses, mais de l'infanterie, les hoplites. Il s'agit d'une classe de propriétaires de terre et non d'une aristocratie, dont la richesse permet aux hommes de s'équiper en armes. Deux observateurs majeurs de la culture athénienne témoignent de cette ligne de pensée, Hérodote et Aristote. Dans le récit d'Hérodote, dès que les Athéniens renversent leurs tyrans, ils mettent en œuvre l'égalité dans la prise de parole en public, isagoria, et cette pratique politique renforce leur capacité militaire, parce qu'ils ont maintenant la liberté et que chacun ressent le désir passionné, prothumia, passionnés de la défendre, ils deviennent des guerriers de première qualité. Un démos au pouvoir est avant tout un peuple motivé, énergique et autonome, capable de lutter pour ce mode de vie. Aristote offre, pour sa part, un récit suggestif du processus de démocratisation. Les citoyens sont d'abord des guerriers. Au-delà de l'exactitude factuelle de ce récit, ce qui importe ici est la corrélation entre le gouvernement du plus grand nombre et un type particulier d'excellence, le courage, ou plus précisément la virilité, andreia. Le corps politique est un cercle de guerriers naturellement masculins et idéalement virils, qui ne se laissent diriger par personne d'autre qu'eux-mêmes. Voilà donc que nous avons planté le décor. Comment est-ce que les femmes sauraient y trouver leur place? De facto, les femmes sont exclues de la politique et de la guerre, nous l'avons dit. Dans la pensée, les femmes doivent en être exclues pour une raison qui semble s'imposer d'évidence. Elles sont lâches. Elles sont relâchées, molles, détendues, et physiquement et moralement. La complexion féminine est incompatible avec le combat, avec le commandement et avec l'action délibérée. La deuxième mise en échec des femmes, c'est la philosophie. La femme, nous dit Platon dans le Timée, est née par la métamorphose de la première génération d'hommes lorsque certains de ces mâles originels, à cause de leur lâcheté, Deilia, renaquirent en tant que femmes. Dès le départ, la femme est l'incarnation même d'un défaut de caractère qui est le contraire d'Andreia. Aristote systématise cette évidence. D'abord le corps. Aristote soutient que le corps féminin est plus humide et plus faible à cause de sa froideur congénitale. Or, la chaleur est primordiale dans cette pensée. Tous les vivants sont chauds. Les mâles plus que les femelles. Ils sont mieux dotés, les mâles, d'une qualité vitale qui existe physiquement dans le corps, le chaud, tothermone. Cette chaleur transforme la nourriture que nous ingérons en sang, le fluide qui nourrit le corps vivant. Et la même chaleur permet ensuite au corps masculin de concocter du sperme à partir du sang. La chaleur, encore une fois, rend fécond ce fluide mousseux. Nous allons revenir sur le chaud-froid qui fait la différence des sexes, mais arrêtons-nous un instant à la vision d'ensemble dans laquelle cette différence s'inscrit. Le sang est chaud par nature, sa couleur même en témoigne. Davantage, l'état thermique du sang est crucial pour la fonction qui est la sienne, nourrir le corps, et pour le caractère de chaque être vivant. En prenant
appuie sur cette prémisse, Aristote articule une théorie complexe de la prédisposition naturelle, des ressources physiques qui rendent possible la connaissance, les vertus et les passions. Ce qui en ressort est une interaction entre les corps, les caractères et les conduites des êtres vivants. Or, chaleur et épaisseur vont ensemble. Le sang est plus ou moins dense, terreux ou aqueux, selon les espèces. Voilà une condition naturelle qui explique le comportement des vivants. Un sang épais, dense et fibreux rend les animaux irascibles et vaillants en présence du danger. Il rend les animaux fougueux dans leur caractère, tumodes, et excitables en raison de leur fougue, de leur thumos. Tous les taureaux et les béliers sont fougueux et excitables. Tous les cerfs sont timides. Le sang des uns est visqueux, celui des autres est délayé. Or, ce qui donne sa consistance au sang est la prévalence de sa composante terreuse, une substance qui peut être décrite comme des fibres. Les fibres, donc, étant terreuses et solides, deviennent des étincelles dans le sang et provoquent l'ébullition dans les moments de fugue, dans les tumoi. Or, la clé de cette chaîne causale est en effet la fougue, le thumos, en tant que cause active et productive de chaleur. Or, le thumos est un type de désir, c'est l'ardeur, l'élan, la ferveur, la fougue. C'est la chaleur même qui cause l'épaisseur du sang en premier lieu. La chaleur vitale rend les corps solides, en l'occurrence elle densifie le sang. À son tour, ce fluide filandreux, collant et lourd a tendance à s'allumer. Lors des poussées de thumos, dans des situations de courage et dans la colère, notamment sur le champ de bataille ou dans une joute politique, le sang chaud et donc fibreux agit en tant que carburant. Il entre en ébullition, littéralement. En revanche, une faible chaleur vitale contribue à diluer le sang. Ce type de sang, tiède et aqueux, provoque une propension à la peur, une émotion ressentie comme froide et qui à son tour refroidit le sang même. Cet état du corps prédispose à la lâcheté. Lorsque des situations dangereuses surviennent, la peur se produit, ce qui est tout à fait raisonnable, mais les animaux à sang froid et coulant, par exemple les cerfs, se révèlent incapables de réagir avec courage. Ils sont en panne, pour ainsi dire. Ainsi, la réaction à une situation objectivement effrayante sera radicalement différente pour un taureau et pour un cerf. Le premier aura assez de chaleur, emmagasinée dans la texture terreuse de son sang, pour pouvoir contrer une attaque de peur dans un élan de fougue. Le second ne disposera d'aucune ressource interne contre un gel soudain, contre un effroi. Sa froideur naturelle sera intensifiée, il sera glacé de peur. Or, la même différence sépare les mâles et les femelles, les hommes et les femmes. Les andrès, les hommes au masculin, sont capables d'andreia. Andreia n'est par définition rien d'autre que la volonté de surmonter la peur et de prendre des risques dans la poursuite de ce qui est beau, tokalon. Il s'agit bel et bien d'une intention, d'une décision même, mais l'intention réfléchie et délibérée d'être courageux est aussi, en même temps, passionnelle. L'homme courageux, tout en craignant, supporte dans le but de bien faire. Il fait preuve de confiance de la même façon, alors que le lâche est effrayé face à la douleur, et donc désespéré ayant peur de tout, l'homme courageux tient bon. Le courage est une vertu passionnée. Plus précisément, Andreia doit être soutenue par la fougue, justement par le thumos. Les hommes courageux agissent en vue de ce qui est beau, affirme Aristote, mais le thumos les aide. Or, thumos contre phobos signifie forcément chaleur contre froid. Le corps est de la partie. N'oublions jamais que c'est la texture de leur sang qui oriente les tempéraments des vivants. C'est un sang épais parce que chaud, qui les rend fougueux dans leur caractère et excitables en raison de leur fougue. Cela vaut pour les taureaux comme pour les guerriers humains. Et les femmes. Tandis que les mâles sont toujours plus fougueux et plus brutaux, plus simples et moins rusés, les femelles sont moins dotées de thumos et à l'exception de l'ours et de la panthère, elles sont toutes athumotera.
Et parce qu'elles sont moins fougueuses, les femmes sont incapables de courage. Le mâle est plus coopératif et, comme nous l'avons déjà dit, plus courageux que la femelle. Or, le courage est une question d'agression, de défense et de solidarité. Il permet aux êtres vivants de relever le défi du combat pour eux-mêmes et au nom des autres. Les mollusques mâles se précipitent au secours de leurs femelles, mais les femelles ne leur rendent pas l'appareil. Le courage est aussi lié à la capacité de supporter l'inconfort avec assurance, confiance et détermination. La femelle est plus sujette au découragement et au désespoir que le mâle. Et pourtant, toutes les femelles animales, Aristote toujours, et surtout les femelles humaines, ont tendance à provoquer des offenses et à donner des coups dans un bellicisme futile. Elles sont trompeuses, mais crédules, aussi envieuses que rancunières, pleurnicheuses, honteuses, oisives. Dans cette logique aristotélicienne, il n'y a pas grand-chose que les femmes puissent faire pour surmonter la peur et s'enhardir quand il le faut. Elles ont tendance à être peu empressées, découragées, désespérées et incapables de résister au combat et face à un danger réel. C'est pourquoi, comme l'affirme Aristote dans la Politique, le niveau d'andréia qu'une femme peut atteindre serait honteux pour un homme. Le courage d'un homme est approprié pour commander, celui d'une femme pour obéir dans la subordination. Les femelles sont plus molles, malacotera, froides, humides, lâches, tout baigne. Mais cette mollesse présente des effets collatéraux tout à fait intéressants. Les femelles acceptent qu'on leur apprenne des choses. Elles apprennent facilement d'ailleurs et peuvent se révéler plus intelligentes que les mâles, comme dans le cas des chiennes laconiennes. Elles sont plus portées à la tromperie, mais aussi douées d'une mémoire plus efficace. Elles sont plus attentives à l'éducation de la progéniture, phronésis. Leurs capacités d'apprentissage sont supérieures. Leur intellect est astucieux. Faut-il en déduire que la fougue et l'intelligence sont inversement proportionnelles? Un scénario ethnographique nous apporte un éclairage supplémentaire. Les états thermiques des corps mettent en jeu différentes dispositions à agir politiquement. Les peuples qui vivent dans des climats plus froids, en Europe du Nord, réagissent à des températures extérieures élevées en devenant plus chauds à l'intérieur, donc plus fougueux. Donc, réagissent à des températures basses, en devenant plus chauds à l'intérieur, donc plus fougueux. Les gens qui vivent dans un climat plus clément, au contraire, réagissent à l'environnement en devenant plus froids à l'intérieur, diminuant ainsi leur thumos. Or, les variations de thumos comportent des variations en intelligence, corrélatives en sens inverse. Les Nordiques à sang chaud sont pleins de fougue, je cite, mais ils manquent d'intelligence et de compétences techniques. Pour la même raison, ils sont extrêmement audacieux et intrépides, donc avides de liberté au point de s'avérer incapables d'être des citoyens ou de gouverner leurs voisins. Les Asiatiques tièdes sont intelligents et techniquement compétents dans leur âme, mais ils se soumettent à un régime autoritaire, agissent de manière servile et font des serviteurs convenables. Les Hellènes jouissent d'un juste équilibre entre le chaud et le froid, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la fougue et l'intelligence. Dotés de thumos ainsi que de dianoia, l'intelligence discursive, l'ethnie grecque est capable de gouverner de la meilleure manière possible, au point que les Hellènes seraient à même d'étendre leur empire sur le monde entier. Il y a donc bel et bien une proportion inverse entre courage et intelligence discursive, entre thumos et andreia d'une part et dianoia techné d'autre part. Les Asiatiques sont plus intelligents et plus ingénieux que les gens du Nord, lesquels, en revanche, sont plus ardemment impétueux. Rappelons-nous que le courage, et non pas l'intelligence, est pour Aristote la qualité de ces soldats grecs qui ont tendance à se rebeller contre les monarchies et à établir des polities, inventant ainsi l'autonomie égalitaire des meilleurs citoyens. Andreia, et plus précisément la virilité, est le type d'excellence qui est la meilleure pour inciter.
Tout au contraire, l'intelligence, pour Aristote, va de pair avec un penchant à la soumission et à l'apprentissage. Les individus qui sont remplis de thumose et dont le caractère est audacieux, impulsif et irascible ne prennent pas le temps de la réflexion, de l'intelligence discursive et de la créativité technique. C'est leur fougue excessive qui nuit aux citoyens impossibles des sociétés nordiques. Ils ne sont désireux que de leur liberté. Ils ne peuvent supporter aucun gouvernement. Au contraire, les gens qui vivent dans des climats chauds sont moins intrépides, certes, mais ils sont mieux équipés intellectuellement en dianoïa et en techné. Les Hellènes, bien sûr, sont parfaitement équilibrés. Or, cette taxonomie des peuples s'accorde à la catégorisation hématique des êtres vivants. Le sang, avons nous dit, est crucial. Le sang peut être plus ou moins chaud, dense, fibreux, combustible ou froid, coulant, réfractaire. Nous avons mis en avant l'effet de ces différences sur la conduite courageuse, mais le sang décide de l'intelligence aussi. Un sang plus épais et plus inflammable est une ressource dans les situations de fougue d'après Aristote, mais un sang plus liquide et plus froid est plus perceptif et plus intelligent. Chez les êtres vivants, la différence de fougue et de raison pratique dépendent de ces variables fondamentales. Les êtres à sang-froid subissent d'une part les effets néfastes de la basse température, le manque de courage, mais ils ressentent d'autre part les effets positifs de la pureté de leur sang. Ils sont plus intelligents que ceux à sang chaud, épais. Étant plus froids, ils sont plus fins. Le sang le meilleur de tous, pour Aristote, est en effet chaud, mais ne doit pas être excessivement chaud. Il doit être relativement léger et pur, pas trop épais. C'est seulement à cette condition que l'on peut combiner virilité et raison pratique. Le taureau et le bouc ne sont pas très futés. Le genre se place au cœur de ce système d'opposition. Le mâle est supérieur à la femelle, comme le côté droit du corps au côté gauche, le haut du corps au bas du corps. Les mâles sont plus courageux et plus hégémoniques que les femelles. Les mâles sont toujours plus fougueux et plus brutaux, plus simples et moins rusés, entendus, mais au-delà de cette simple opposition binaire à sens unique, le texte aristotélicien produit un effet secondaire inattendu, contre-intuitif. Les femelles sont généralement plus froides et plus humides, ce qui implique qu'elles ont un sang plus frais et plus aqueux, donc elles ont des perceptions plus rapides dans la logique d'Aristote. Et elles ont une meilleure mémoire. Or, puisque nous suivons à la trace les tournants de la pensée aristotélicienne, nous devons commenter ici une affirmation fortement controversée. La faculté délibérative, tobuleutikon, d'une femme, nous dit Aristote dans la Politique, serait sans autorité, akuros. Or, contrairement aux esclaves qui sont entièrement privés de la faculté délibérative, la faculté de prendre des décisions, et aux enfants qui la possèdent mais sous une forme incomplète, les femmes sont dotées de cette faculté, mais dans une version impuissante. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Les femmes sont parfaitement capables de délibérer, mais sont incapables de mener à bien leurs décisions. C'est ainsi que je comprends, et voici pourquoi. Dans l'Éthique à Nicomaque, lorsqu'il parle de la délibération, Aristote nous dit que, justement, la décision est le processus qui nous amène à faire des choix, proairesis. Nous sommes donc dans le domaine de la raison pratique, d'une réflexion orientée vers l'action et vers ce qui peut être utile pour soi-même. Or, la proairesis, le choix, la décision, je n'y crois pas. Or, la proairesis est un désir délibératif de choses qui sont à notre pouvoir. Nous délibérons, nous portons un jugement et nous souhaitons mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Le processus intentionnel, et c'est ça le point que je veux mettre en évidence, implique un calcul, donc une capacité cognitive, mais la raison et l'intelligence discursive ne suffisent pas à compléter
cette décision. Pour pouvoir trancher, il nous faut de surcroît la conscience que nos projets sont réalisables et plus précisément que nous sommes capables de les mener à bien. Un processus de décision exige en somme de la confiance en soi-même. Il faut avant tout compter sur sa propre capacité à prendre une décision. Dès qu'une entreprise semble impossible, affirme Aristote, les gens abandonnent, renoncent, laissent tomber. Si nous nous méfions de nous-mêmes, comme n'étant pas suffisamment aptes à discerner, nous demandons l'aide d'autres personnes. Et finalement, lorsque nous parvenons à prendre une décision, c'est notre faculté de diriger, égouménon, qui détermine ce qu'il faut faire. À ce moment-là, d'après Aristote, chacun de nous se trouve dans la position d'un roi, homérique, donc d'un chef politique et d'un commandant militaire qui choisit d'abord un plan d'action, puis annonce au peuple ce qu'il a décidé. Or, les femmes ne réussissent pas à jouer ce rôle-là, le rôle du roi homérique. Elles ne savent pas franchir ce dernier pas, le pas décisif pour entrer dans la phase résolutive et opérationnelle du procès décisionnel. Elles n'arrivent pas à se donner des ordres et à donner des ordres. La faculté délibérative sans autorité, c'est exactement ça. Une femme, soutient Aristote, est comparable à une autre race de rois. Ceux qui règnent sur une population orientale notoire, les Scythes. Cette famille royale particulière est affligée d'une maladie, la mollesse, Malakia. Or, la mollesse que nous avons rencontrée dans le portrait des femelles, toutes espèces confondues, est extrêmement importante dans l'éthique d'Aristote. La mollesse est l'incapacité de tolérer la douleur. C'est une manière d'indolence. Malakia est littéralement une forme d'impuissance morale. Dans des situations où la plupart des individus seraient capables de tenir bon, un homme mou est vaincu, est incapable de résister. Un homme qui abandonne devant ce que le plus grand nombre réussit à faire et sait résister, cet homme est mou et inclin au luxe, puisque le luxe est une forme de mollesse. Un tel homme laisse tomber au lieu de faire face. Il lâche prise au lieu de s'accrocher. Il se laisse aller au lieu de se dresser contre. Dans son expérience corporelle de la mollesse, un tel homme peut aller jusqu'à laisser traîner par terre son manteau, rien que pour s'épargner l'effort de le soulever. Plus précisément, un type mou, une fois qu'il aura pris une décision, se montrera incapable de s'y tenir. Les personnes molles, soit, une fois qu'elles ont délibéré, ne s'en tiennent pas à leur délibération, soit ne délibèrent pas du tout. Un désir délibératif avorté, donc une fougue défaillante aussi. Le mou ressemble au lâche qui se laisse effrayer face à la douleur. Dans les situations pénibles, nous l'avons vu, c'est pourquoi il est désespéré, ayant peur de tout. Lâcheté, relaxation, mollesse, certaines personnes se comportent ainsi, affirme Aristote, à cause de la nature de leur génos ou d'une maladie. Les rois des Scythes, justement, se mouent à cause d'une condition pathologique. Ils sont nomades, ils passent leur vie à cheval, ils surchauffent leur partie sexuelle, et c'est pourquoi ils deviennent mous. Or, les femmes, en général, sont molles, ajoute Aristote, nous le savons déjà, mais dans leur cas, c'est à cause de leur genre et de la façon dont la femelle diffère du mâle. La différence entre les sexes, en tant que telle, suffit à causer la mollesse des femmes. La malakia, cette indolence qui vous amène à jouir du luxe et du confort, qui vous empêche de tenir vos engagements quand vous vous laissez abattre face au premier pépin et vous vous effondrez au moindre bobo, eh bien, la mollesse est bel et bien une inaptitude morale, une paresse existentielle. Chez les femmes, ce n'est ni un vice, ni une défaillance passagère, mais une orientation de soi congénitale
une façon d'être au monde. Il nous faudrait lire Aristote avec Heidegger. Je m'arrête là. Merci. Et je me prépare aux questions. Merci beaucoup d'abord de nous avoir donné tous ces éclairages et d'avoir eu le courage de s'arrêter, de nous arrêter en route, parce que voilà, personnellement j'aurais bien continué, mais on continuera la discussion. On va peut-être voir. La permission, on le continuera de toute façon et on va le continuer à travers les questions, parce que ce que vous nous avez proposé ici, qui est particulièrement, qui nous pousse vraiment à la discussion, c'est de voir en fait dans la démocratie et dans la philosophie la mise en échec des femmes. C'est quand même une façon de renverser complètement la vapeur et de nous amener à nous interroger. Alors j'ai évidemment beaucoup de questions, mais je vais me retenir aussi et donner la parole à la salle. Donc avec la recommandation que vous savez ou vous ne savez pas, donc vous posez des questions qui engagent la discussion, qui soient suffisamment courtes pour qu'il y ait plusieurs discussions qui s'enclenchent. À vous la parole.